Tu es une daube finie. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que il faut se mettre dans mes baskets ce jour de septembre 2017 où j'entre en prépa à Paris et où je ne suis pas du tout la personne que vous connaissez à travers votre écran aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ce 3 septembre-là, à un mois de découvrir un livre qui va littéralement changer ma vie, j'étais simplement un étudiant du Gard, du sud de la France, d'une petite ville. Je venais d'avoir les félicitations du jury au baccalauréat, j'étais fier de moi, je me sentais un peu fort et hâte de dévorer le monde, hâte de dévorer la prépa. Et quand je suis arrivé en prépa, je suis arrivé dans une ville que je connaissais pas, j'avais laissé tous mes amis, tous mes repères, et j'ai rencontré l'équivalent du mur du Mordor dans Le Seigneur des Anneaux. La première semaine, un mois avant de découvrir ce bijou, il faut se mettre à ma place. Je venais de réussir mon baccalauréat avec brio et je repassais les examens en prépa, un baccalauréat blanc, version années 80, c'est-à-dire brutalement difficile, et dans lequel j'ai été profondément désastreux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai besoin de vous mettre le cadre qui va vous expliquer à quel point ce livre m'a pris et m'a tiré d'en bas pour me monter de ce que je pense être vers le haut. Pourquoi c'est aussi important de savoir à quel point j'ai été désastreux? C'est parce que pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui ne connaissent pas la prépa de manière générale, dans mon cas, elle a été jalonnée d'anecdotes et d'histoires plus rocambolesques les unes que les autres, parce que tout simplement je n'avais pas les codes de cet endroit, puisque tout simplement, par exemple, mes profs de mon lycée ne savaient pas ce qu'était une prépa. Donc il faut vous mettre à ma place que moi, à 18 ans, quand j'ai dit que je voulais aller en prépa à Paris, mes profs m'ont dit « mais qu'est-ce que c'est une prépa ?» Ce baccalauréat blanc, je crois que de moyenne, j'ai eu 1,8. C'est-à-dire que j'ai divisé par 10, sur une note qui est généralement d'une échelle de 0 à 20, j'ai divisé par 10 le niveau que j'avais pu avoir au vrai baccalauréat. Et ça, c'était mon entrée en prépa, et c'était ce que j'appelle le mur du Mordor, mais surtout, et d'abord et avant tout, le mur abyssal, colossal, que j'avais en termes de connaissances, qui est plus un fossé d'ailleurs que simplement un mur. Ce baccalauréat m'a fait me rendre compte que j'avais une culture proche du néant, proche du zéro absolu, et les premiers cours qui m'ont fait sentir ce vide intellectuel que j'avais, ce vide culturel que beaucoup de provinciaux rencontrent et découvrent parfois à leur insu et parfois très difficilement quand ils arrivent dans des établissements d'excellence, c'est ça que je vais vous raconter avec le roman du monde d'Henri Peña-Ruiz. Pourquoi? Parce que en prépa, quand je suis arrivé, en culture générale, parce que je ne sais pas si cette matière existe, parce qu'on parle de culture générale, on ne parle pas de philosophie, même si c'est un peu l'équivalent, j'avais 2 profs de génie. Et une de ces profs, devrais-je dire, avait un rituel particulièrement intéressant en tant qu'élève, totalement ignare comparé à elle. C'était de nous apprendre la philosophie par le biais de ce qu'elle appelait les petits textes. Pourquoi, quand vous entendez petits textes, vous vous dites « Ah tiens, c'est marrant, ça m'a l'air plutôt léger, ça m'a l'air plutôt cool, etc. » Comment poser les bases du petit texte? Le petit texte, dans cette classe de prépa où nous étions une 60aine et où j'étais, en fait, pendant les 9 premiers mois, non pas, j'allais dire avant-dernier, mais plutôt antépénultième, le concept de petit texte, c'est ceci. Un philosophe, 10 lignes d'un de ses livres, un concept extrêmement fou et flou, présenté face à toute la classe par un des élèves et face à la professeure. L'idée était la suivante, on pouvait avoir des concepts qui peut-être ne vous parlent pas, ou peut-être vous parlent, et auquel cas ça va être de plus en plus intéressant, des concepts comme le nez de Cléopâtre, des concepts comme, le plus connu, le mythe de Sisyphe, mais parfois des concepts plus compliqués, le clou de l'âme, par exemple le Rubicon, par exemple la chouette de Minerve. On arrive face à ces petits textes un petit peu désarçonnés.
Et mettez-vous à ma place, je suis extrêmement flippé de cette prof, de tous ces gens qui avaient autour de moi, qui étaient plus brillants les uns que les autres et qui, par la suite, sont devenus de grands amis et des personnes que j'admire. Mais à ce moment-là, j'étais flippé. J'étais un de ces élèves qui se planquait à la dernière rangée de la classe. C'était un grand amphithéâtre, pardon. J'étais à cette dernière rangée, bien caché en haut à gauche, et j'ai fait attention de ne pas être le seul au fond à gauche, mais dans la rangée, une place juste avant, comme ça elle se dira « Ah bah non, si je choisis pour interroger, pour qu'il passe devant le petit texte, le petit gars qui s'est planqué tout en haut à gauche, ce sera lui, et donc du coup ce sera pas moi ». Ce qui est génial dans ce concept de petit texte, c'est que c'est vraiment des philosophes de génie qui écrivent. Donc on a du Hegel, Camus pour le mythe de Sisyphe, on a Hegel pour la chouette de Minerve, on a pour le nez de Cléopâtre, je sais plus qui c'est, Descartes, on a l'âne de Buridan, on a bref des concepts qui sont tous très bizarres et qui se composent quasiment tous de cette espèce de nom, de et un autre truc. Le nez de Cléopâtre, la chouette de Minerve. Et je me disais, ce qui est génial, c'est que ce petit concept qu'un philosophe s'était décidé de développer de manière très métaphorique, de manière très imagée, elle permettait à moi, qui était une daube finie en culture générale, de faire ce que Bourdieu appelle plus tard un manipulateur de symboles, de faire le manipulateur de symboles, c'est-à-dire de faire le mec qui ne comprend absolument rien à la pensée d'un grand philosophe, mais qui peut lâcher des petits termes comme ça, qui font un petit peu « ok, j'ai compris, je vous parle de la chouette de Minerve, etc. » Et vous me voyez venir, naturellement, il faut faire, quand vous êtes interrogé, et vous êtes interrogé totalement aléatoirement par la prof, qui vous regarde dans un amphithéâtre gigantesque et qui, parmi les 60 élèves complètement flippés qui sont face à elle, elle se dit « Toi, tu vas passer pendant 10 minutes pour m'expliquer ce que ça veut dire la chouette de Minerve et les 10 petites lignes qui étaient accrochées. » Sauf qu'évidemment, comme je suis flippé, je me dis, et que je pense que j'ai une chance vraiment terrible dans la vie, je suis à peu près sûr que je vais être sélectionné. Donc je me dis, comme je suis le petit provincial et que les Parisiens se doutent pas que je peux essayer de produire quelque chose d'assez intelligent, je me suis dit, chaque semaine de tes débuts de prépa, alors que je me faisais torpiller dans toutes les matières, je me suis dit, le petit texte, ça va être l'endroit où je vais essayer de faire la différence. Je vais essayer de me faire remarquer coûte que coûte pour pouvoir, au moins sur le plan de la culture générale, avoir un petit peu de lest. Pouvoir me dire, ok, je suis pas si humiliant aux yeux, au moins d'une prof. Excès d'optimisme qui va se faire casser en deux extrêmement rapidement. Pourquoi ? Parce que la deuxième semaine, j'avais passé 3 soirs de suite, entre minuit et 2h du matin, à travailler sur ce petit texte qui était le choix d'Ulysse. Et le choix d'Ulysse, comment vous dire ? Le choix d'Ulysse, c'est très complexe. C'est assez complexe, mais je m'en rendais pas compte. Et du coup, pendant une semaine, pendant 3 jours, nuit, pendant 2 heures, etc., je travaillais ma dissertation et je me disais, j'espère que ça va bien se passer, j'allais lire des trucs, j'allais sur Internet, Bref, je faisais énormément de travail pour un petit texte que tout le monde essayait d'omettre un petit peu dans la semaine en disant ça va pas être sur moi. Et si c'est sur moi, écoute, voilà, ce sera le jugement dernier et je me ferai torpiller. J'ai travaillé la nuit, j'étais fatigué, je me suis endormi sur cette fiche sur le choix d'Ulysse. J'ai écrit tout petit parce que j'avais ce problème d'écrire tout petit. Et le jour J, le vendredi, c'était tout le temps le vendredi de 14h à 18h, est arrivé le moment du choix d'Ulysse. Et sur le moment du choix d'Ulysse, je me dis, même si j'ai fait le travail au moment où elle regarde dans toute la classe pour savoir qui elle va torpiller, bien décidément, le lâche que je suis commence à faire genre, je cherche un espèce de stylo 4 couleurs dans mon sac, histoire de me cacher derrière la chaise. Évidemment, ma prof, géniale, brillante, voit le premier qui fuit et se dit ce sera donc lui ma cible.
elle me sélectionne, elle me dit « Monsieur Thomas, je vous écoute sur le choix d'Ulysse. » Vous allez me dire « Attends, tu t'es préparé, tu vas être béton sur le choix d'Ulysse. » Non. Enfin, j'ai très très bien commencé et je fais mon introduction. Et au moment d'annoncer ma première partie, quand j'avais fait mes recherches, j'avais trouvé un mot très compliqué en philosophie du grec qui permettait vraiment d'accrocher et d'introduire le choix d'Ulysse parfaitement. C'était un bijou, c'était vraiment icing on the cake, c'était la cerise sur le gâteau et je devais rayonner sur ça et ma prépa aurait pu s'arrêter là, que ça aurait été magnifique. Le truc, c'est que j'étais fatigué quand je l'ai écrit et j'écrivais tout petit. Et arrivé face à ce mot grec, alors que j'avais dormi peut-être 4 heures la veille, au moment d'arriver, devant toute la classe, 60 personnes, je commence à bégayer. Je le dis une fois et je me dis non, c'est pas ça le mot. Je le répète une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Et dans un silence peut-être abyssal, quelques petits rires qui se font entendre par certains dans la classe qui se disent décidément pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans un terme grec qu'il ne comprend pas du tout. La prof a dit d'un simple « Écoutez monsieur, vous avez simplement recopié sur Internet, c'est vulgaire, pathétique, et en plus, vous l'avez mal fait. Suivant. » Ces termes-là, je les ai encore dans ma tête parce que quand ils sont arrivés à mon oreille, évidemment devant une classe qu'on ne se connaît pas encore et on est tous terrorisés, j'ai pris un uppercut, mais alors colossal dans la tête, une humiliation, mais à vie. Et pourtant, c'est de là que va partir la rencontre avec le roman du monde. Parce que si j'étais pas bon, si j'avais mal recopié, si j'étais fatigué, naze, écrire petit, flipper, couard à me cacher quand elle allait sélectionner la personne, j'avais un avantage, c'est d'être rusé. Je me suis dit, j'ai pas dit mon dernier mot. C'était humiliant, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Et à l'époque, le site que j'adorais aller voir et qui me permettait un petit peu de survivre en philo, même si franchement, pendant 6 mois, je crois que j'ai pas dépassé 2,8 sur 20, hein, pas sur 4. C'était un site qui s'appelait Philologue. Peut-être certains d'entre vous connaissent. Et en fait, je regardais cette prof qui, à chaque fois, faisait des articles que je pouvais un petit peu réutiliser, encore faire le manipulateur de symboles. Et je remarquais que sur la feuille que notre prof nous avait donnée pour les petits textes, ils étaient tous imprimés un par un. Vous voyez, comme s'il y avait quelqu'un qui avait imprimé, comme si ma prof avait numérisé, scanné des pages d'un livre et que c'était des petits textes séquentés comme ça et qu'il y en avait, je m'en souviens très bien, sur cette feuille, il y en avait 8. Et je me dis, là il y a quelque chose, je sens que j'ai un moyen de faire le serpent, de me garantir pendant toute l'année que les petits textes ils seront bien faits parce que je sens que tous ces livres, tous ces petits textes qui cumulent de la connaissance pure, quelque chose qui permet d'éblouir des philosophes, des professeurs de philosophie, des normaliens pendant des cols, je pense qu'il existe un livre qui permet de tous les synthétiser. Et grâce à ce livre, j'allais pouvoir refaire ma cote auprès de la prof. Et en plus de ça, jusqu'à mes concours, jusqu'à mes oraux, et surtout pendant toute mes cols, j'allais pouvoir caler à des moments des petits concepts philosophiques qui allaient pouvoir relever un petit peu ma note ou au moins éviter de casser tous les pots cassés que j'allais casser assez nécessairement du fait du vide intersidéral de l'état de mes connaissances à l'époque. Et j'ai vu juste. Mesdames et messieurs, j'ai vu totalement juste. Pendant 1 semaine après cette débâcle, j'ai passé mes soirées à éplucher Amazon, Chasse aux livres, Babelio, tous les trucs que vous connaissez sur les bouquins, en tapant des mots-clés comme petit texte de philosophie, concept bizarre de philosophie, bref. Je m'acharne. Et un week-end,
je me perdais dans cette librairie que tout le monde connaît, dans cette librairie que tout le monde connaît dans le 5e arrondissement. Et dans le rayon philosophie, j'entends quelqu'un dire « Ah, j'adore ce livre, c'est vraiment une introduction parfaite à la philosophie. Elle est totalement panoramique, cette construction, cette structure du livre, j'adore ça, etc. » Je me tourne et je vois un vieux monsieur qui avait l'air d'être un professeur avec une mallette, avec des bouquins, des papiers, etc. Et je me dis, il y a un truc, il faut que j'aille voir là. Et mesdames et messieurs, c'est à ce moment-là que j'ai fait la rencontre d'Henri Peña-Ruiz. Ce livre est absolument génial en ce sens que déjà, vous allez pouvoir le lire de manière extrêmement saccadée. Il est composé d'environ, je vais vous le dire maintenant, de 9 chapitres, non, un peu plus, de 10 chapitres, composés de 5 pages en 5 pages, donc de 50 chapitres, qui abordent en 5 pages un concept de philosophie hyper intéressante, hyper imagé, qui permet de concentrer le savoir, l'imaginaire et la puissance explicative de tous les philosophes des présocratiques jusqu'au XXe siècle. C'est absolument génial pour ceux qui m'écoutent et qui ont soif de connaissances. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que très souvent, ce qu'on va vous recommander, surtout si vous aimez la philosophie, etc., on va vous dire mais il faut que tu ailles lire dans le texte, il faut que tu ailles lire Nietzsche dans le texte, il faut que tu ailles lire Kant, il faut que tu ailles lire Hegel, il faut que tu ailles lire... Et puis même pour ceux qui aiment l'histoire, pour ceux qui aiment... Bref, tout ce qui est conceptuel, on va vous dire allez lire dans le texte. Oui, mais quand on est jeune, ou alors quand on n'a pas cette connaissance, quand on vient d'un milieu où on n'a pas les bases culturelles assez solides pour pouvoir naviguer avec une certaine liberté, une certaine aisance dans les textes les plus purs de ces auteurs, alors ce qu'il vous faut, c'est une passerelle. C'est un concept que je parle souvent dans mes cours dans le tremplin. J'ai accompagné des dizaines de lecteurs cette dernière année pour assouvir tous leurs rêves en termes de connaissances, etc. Certains ont écrit des livres, d'autres ont passé des concours, d'autres ont repris goût à la lecture. Et c'est un concept que j'aborde qui est vraiment fondamental, c'est la manière dont vous choisissez vos livres. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que quand j'ai découvert Henri Peña-Ruiz, je me suis dit, mais en fait c'est fou cette impression qu'un auteur peut vous transmettre de savoir alors que vous êtes tout sauf sachant. Et ça n'a rien de mal. Ça a même quelque chose qui est de l'ordre du sublime que de transmettre ça, parce que ça vous donne l'assurance d'être accompagné par quelqu'un qui sait, d'être accompagné par quelqu'un qui vous dit c'est par là qu'il faut commencer, et non pas en vous inondant de connaissances, d'une structure, d'un ensemble de concepts, etc., mais en vous donnant le plaisir de la curiosité, l'envie d'avoir envie de développer. Bon, je me la fais un peu la Johnny Hallyday, mais c'est très vrai. Il y a très très peu de livres que j'ai rencontrés dans ma vie qui sont capables de transmettre ça, cette petite envie de cultiver l'eureka, de cultiver le « Ah, ok, j'ai compris ». Et quand vous allez ouvrir pour la première fois les textes d'Henri Peña-Ruiz, bon vous voyez, j'ai annoté, ça doit être un des livres que j'ai annoté toutes les 4 pages tout simplement, parce qu'à chaque fois c'est magnifique. À chaque fois, vous allez avoir cette petite introduction, ce petit texte, c'est lui là, c'est ceux-là là, ces petits textes, et après 4 pages d'un normalien, d'un grand professeur de philosophie, qui va vous expliquer, et qui va vous expliquer de manière romancée, poétique, philosophique, de manière totalement vulgaire mais parfaitement juste, un concept très difficile à avoir. J'étais devenu serein. Ce livre m'a apporté la capacité de naviguer à travers ma prépa avec sérénité, en parlant avec des êtres les plus érudits certainement de France, avec une certaine assurance. L'assurance de celui qui sait peu, qui sait très 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 peu, qui n'a pas la connaissance profonde, mais qui peut au moins, parce qu'il a cultivé, parce qu'il a développé ce goût qu'on lui a transmis, qui peut au moins parler, qui peut au moins argumenter, qui peut au moins donner des exemples, qui peut au moins critiquer. Et ça, c'est absolument génial. Ça, c'est vraiment génial. Et de manière plus générale, pour vous dire où ça m'a aidé, il n'y a pas une seule colle, une seule dissertation où la beauté
et la plume d'Henri Peña-Ruiz ne m'ont pas aidé, ne m'ont pas permis de grappiller des petits points. Et dans tes pénultièmes, j'ai petit à petit, très petit à petit d'ailleurs, grimpé dans le classement, et puis ça s'est avancé, et jusqu'à HEC, ou même à mon oral d'HEC, c'était évidemment des concepts que j'ai abordés, que je commençais à maîtriser, et dont je parlais avec goût, avec envie, avec passion, parce que c'est ça qui intéresse d'abord et avant tout un lecteur, c'est ça qui doit vous intéresser, c'est le fait que le livre ne vous apporte pas de la connaissance, mais qu'il vous apporte la volonté de savoir, la volonté d'aller plus loin que ce que vous ne connaissez actuellement. C'est ça la beauté d'un livre, c'est ça, d'une certaine manière, la puissance du roman du monde. Si vous êtes parent, si vous êtes un petit peu érudit déjà en philosophie, mon Dieu, achetez ce livre, parce qu'il plaira autant aux connaisseurs qu'à ceux qui ne connaissent pas, et ils permettront aux deux de se rejoindre dans un instant de communion autour de la beauté philosophique, de la beauté poétique. Et il y a très peu de livres au monde qui sont capables de vous transmettre ça. Moi, ils m'ont permis de survivre auprès de ma prof de philo, qui je passe un bonjour si elle passe un jour sur cette vidéo. Je suis jamais repassé malheureusement, et pourtant autant vous dire qu'après tous les petits textes, mais je les avais poncés, mais ils étaient parfaits, ils étaient clean, ils étaient magnifiques quoi. Mais bref, ça n'avait pas de prix ce que ça m'a apporté, ça m'a fait réussir, ça m'a donné de la confiance dans des instants où je n'avais plus du tout confiance en moi. Et surtout, ça m'a permis de développer une passion qui me suit encore aujourd'hui, la passion de la connaissance, la passion de la philosophie. Et très peu de livres existent comme celui-ci qui pourront vous faire ça dans votre vie. Donc je vous souhaite à toutes et à tous d'écouter, d'aller lire le roman du monde, les légendes philosophiques d'Henri Peña-Ruiz. Et ça, c'était qu'un avant-goût des prochains livres qui vont me permettre à la fois de survivre et d'intégrer HEC. Voilà. Je vous remercie, j'espère que le concept vous a plu. Ciao.